Alors, je passe la parole à mon cher camarade Philippe Laurent, après une trentaine d'années. Trentaine d'années de collaboration. Ouais, Moi, je suis un ancien neurologue et j'étais psychothérapeute ericksonien aussi, donc je me suis formé à l'hypnose ericksonienne il y a pas mal de temps, 30 ans aussi. Hein. J'étais un ouais. peu pionnier en France, enfin élève pionnier, on n'était pas très nombreux, formé à l'Institut Erickson de Paris. Et, et puis surtout, j'ai reçu un petit peu en quelque sorte ces stages de formation, alors qui viennent qui ont beaucoup d'apports bien sûr, mais c'est une réflexion personnelle, une intuition personnelle qui rejoint bien sûr les hémisphères cérébraux droit et gauche, parce que déjà quand j'étais interne, j'étais intéressé par ce qu'on apprenait sur les hémisphères cérébraux. Je précise pas la faculté, hein, pas en médecine officielle, mais j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque un coach qui avait été formé à Harvard aux États-Unis et qui nous rapportait en quelque sorte les travaux du Caltech qui avaient eu lieu dans les années 70 en Californie. C'était pas du tout connu en France. Hein. Alors après, il y a eu un grand médecin aussi, cancérologue, Lucien Israël, Didier, on se connaissait à l'époque, qui avait publié un livre en 95 sur cerveau droit, cerveau gauche, culture des civilisations. Et il avait découvert ça aux États-Unis dans les années 90. Bon. Et moi, je connaissais déjà tout ça. Alors, c'était un peu drôle, mais pas par les voies officielles. Voilà. Alors, après, évidemment, j'ai essayé de rester scientifique parce que c'était quand même ma première formation et de faire le tri de ce qui paraissait certain et d'autres choses qui paraissaient plutôt douteuses. Et c'était pas évident parce qu'il y a eu un grand développement, non pas en médecine, mais surtout parmi les coachs, les accompagnements en entreprise et avec des excès aussi, des excès concernant cette dichotomie cerveau droit, cerveau gauche. Et moi, je raconte toujours, on n'a qu'un seul cerveau avec deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Mais les deux sont reliés déjà. On sait qu'il y a des réseaux interactifs entre les deux et c'est pas une communication qu'il faudrait absolument forcer aujourd'hui parce qu'elle existe déjà. Donc c'est beaucoup plus subtil, voilà. Et cette subtilité se fait par notre pensée, par le côté psychologique. J'ai été intéressé aussi tout au long de ma carrière de médecin neurologue, très objectivement, voilà, par l'aspect psychologique, psychiatrique. J'aurais voulu être neuropsychiatre, mais ce n'était plus possible depuis 1968. Les deux spécialités étaient scindées. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi fasciné par la psychanalyse à un moment donné, par Freud, la lecture de Freud, de Jung surtout, et grâce à Didier qui était déjà très, très au courant de pas mal d'ouvrages de Jung. Et donc après, Milton Erickson a complété ce domaine de l'inconscient qui montre que nous avons déjà des ressources extraordinaires et insoupçonnées en nous-mêmes et auxquelles on n'a pas accès comme ça. Il faut une certaine approche, une certaine éducation, une certaine canalisation justement à travers les objectifs et les intentions. C'est pour ça que ça me rejoint tout à fait aussi avec le travail sur objectifs et sur programme. Et, et voilà, c'est avec tout cela qu'on peut vraiment avancer et qu'on peut se révéler et devenir ce que l'on est au plus profond de soi-même, sans pour autant qu'on le sache forcément. Hein, c'est une grande part inconsciente de nous-mêmes, mais notre travail consiste à augmenter notre conscience justement par des prises de conscience, par des intuitions, par la créativité aussi qui nous vient dans différents domaines. Et c'est particulier à chacun. On a chacun notre domaine de créativité. Et il faut oser être créatif parce que ça fait partie de notre dignité intrinsèque d'être humain, pour moi aussi importante que le langage. Hein. Le langage nous différencie des autres espèces animales qui ont tout de même leur communication, bien sûr, mais le langage abstrait est le propre de l'être humain. Et bien la créativité, grâce à l'imagination créatrice, c'est aussi un domaine qui fait tout à fait notre dignité. Je suis un consultant nomade
J'ai un parcours complètement atypique. J'ai été détecté HP, c'est-à-dire au potentiel émotionnel, HPE, donc assez jeune, et j'ai toujours été attiré par toutes les sciences humaines, à la fois les sciences molles et les sciences dures, comme on appelle ça maintenant, pour aider les gens, notamment dans les entreprises, à développer leur potentiel, développer leur créativité, faire évoluer le management et donc permettre aux organisations comme aux personnes de trouver leur voie. Alors, on a commis un premier livre en 97, si ma mémoire est bonne, avec Philippe sur les richesses économiques du cerveau. Autant vous dire que beaucoup de gens se sont gaussés en nous prenant, en croyant qu'on avait fumé la moquette. En 97, on était un peu en avance. J'en ai commis un autre en 2010, si ma mémoire est bonne, sur la créativité. Et j'en ai commis un troisième en 2015 sur être leader dans un monde nouveau, qui en fait est une méthode que je propose pour permettre aux gens de comprendre comment on peut développer ses potentiels et surtout, et ça rejoint ce qu'on va faire ce soir, par rapport à la loi de l'intention, quels sont les éléments qu'il faut, comme une alchimie, mettre ensemble pour déclencher sa créativité, s'ouvrir au monde et voir passer les opportunités, les ressentir et pouvoir les concrétiser. Alors, ce en quoi le travail que nous faisons, Philippe et moi, est totalement complémentaire. On va passer en vitesse à un PowerPoint que j'ai préparé, de façon à vous donner les bases. Dans un deuxième temps, vous allez travailler sur vos intentions selon une méthode que vous connaissez certainement tous. C'est la méthode SMART, c'est-à-dire spécifique, mesuré, accessible, etc. Effectivement, je reprendrai, c'est Xavier que je crois qui tout à l'heure disait la loi de l'attraction, apparemment, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Et puis, quand j'ai travaillé sur ma méthode, la symbiocratie, j'avais notamment parmi les gens qui m'ont aidé un physicien, un docteur en physique, qui m'a dit bah oui, la loi de l'attraction, c'est bien gentil, mais avant de mettre en place la loi de l'attraction, la notion fondamentale de l'individu, ce qui va générer peut-être cette fréquence ou peut-être cette dimension assez particulière qui va générer un petit peu cette dynamique, eh bien, c'est l'intention. C'est quoi ton intention? Parce que je peux effectivement vouloir attirer les meilleurs candidats, vouloir attirer les meilleures affaires, vouloir attirer à moi les meilleures personnes, les plus belles histoires d'amour, etc., etc. Mais c'est quoi mon intention en fait? C'est-à-dire que quand éventuellement la personne ou l'histoire ou le produit, l'entreprise que je veux attirer, une fois que j'y suis, c'est quoi mon intention? Et il m'a fait comprendre qu'en fait, et ça rejoint un peu ce que Philippe a expliqué dans le précédent webinaire, c'est-à-dire qu'il y a un déclenchement au niveau du cerveau sur l'intention qui vient avant le geste. Ça m'a mis la puce à l'oreille, puisque ça rafraîchit ma mémoire. Ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que derrière cette loi de l'intention, il y a en fait une dimension spirituelle. Alors, spirituel, ça ne veut pas dire religieux, c'est dans la notion de spirit, c'est le souffle. C'est le souffle, Isabelle connaît bien cette notion de souffle dans sa pratique, et donc c'est le souffle qui permet d'évacuer ou effectivement de nettoyer. C'est cette notion de souffle qui est importante, c'est cette notion de spiritualité. Et en travaillant donc sur mon modèle de la symbiocratie, cette notion de dimension spirituelle dans le sens de l'esprit et du souffle derrière cette loi de l'intention et d'alignement de soi au niveau de son cœur, de son âme et de son esprit pour effectivement que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment porter les choses dans les tripes et avoir les intentions en termes de gestes, en termes vis-à-vis des autres, etc. Et là, je rentre sur le processus qui est ce que j'appelle un processus générateur de réalité, c'est le modèle de la symbiocratie, c'est-à-dire que la première chose à considérer, c'est que l'univers, le monde, le cosmos, notre corps, la moindre cellule fonctionne sur 3 éléments, les datas, les flux et les interactions. Donc les datas, eh bien, c'est ce qui représente l'information que nous portons, mais l'information que nous recevons. Les flux, c'est les échanges d'informations qui créent les interactions avec les autres, avec le monde, avec l'univers, etc.
Et en fait, dans cette dimension de flux et d'interaction, on s'aperçoit, et là on peut retrouver les travaux de Jung sur les synchronicités notamment, c'est que quand vraiment on est porteur de quelque chose, bizarrement, il y a des synchronicités qui s'opèrent. C'est-à-dire que, est-ce qu'elles s'opèrent que parce qu'on est porteur de quelque chose? En tous les cas, quand on est porteur d'une intention bienveillante, d'une intention qui est alignée, eh bien, on se rend compte, on capte ces synchronicités. Alors que peut-être parfois, on passe complètement à côté, on ne les voit pas parce qu'on n'est pas connecté. La partie qui est au-dessus des data, flux et interactions sur ce schéma, en fait, eh bien, c'est que on s'est aperçu que lorsque les gens développent leur culture, quand on parle de culture, ça ne veut pas dire connaître Platon ou Socrate par cœur. La culture, c'est vraiment s'intéresser à beaucoup de choses, accepter la confrontation créative, hein. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on a des sujets de prédilection. C'est aussi s'intéresser parfois à des choses que peut-être on n'aime pas. Moi, je dois dire que pour ça, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui m'ont entraîné sur des terrains que je ne connaissais pas, puis qui ne m'attiraient pas et qui m'ont fait découvrir des choses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Philippe l'expliquera mieux que moi tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus on charge d'informations diverses et variées et plus notre cerveau va polariser ces informations, les trier, les assembler, etc. Et en situation de détente, en situation en zone sophroliminale, lorsqu'on fait des exercices comme celui qui va nous faire tout à l'heure, eh bien, il se peut qu'il y ait des idées qui arrivent et on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que, on est branché, on est aligné? Est-ce que c'est parce que on a emmagasiné énormément d'informations et que ça répond à notre intention et donc ça nous donne des idées, ça nous fait rencontrer du monde, ça nous oriente dans telle ou telle direction. Et ça, c'est ce que j'appellerais un peu le côté magique de la méthode, c'est-à-dire que si je reste dans mon mental rationnel en disant: «Faut que je trouve une idée, où est le marché porteur? Je veux quelque chose qui fasse de l'argent». Enfin, on est vraiment dans la matérialité et dans peut-être même parfois un mental fort ou peut-être un ego. À ce moment-là, si le marché est porteur et si l'économie va bien, on peut effectivement réussir. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, on a pris quand même une grosse claque avec, la situation sociale et économique actuelle et beaucoup de gens sont toujours dans cette réflexion en se disant: «Je vais faire faillite, ça va pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?» Et ils ressassent au niveau du mental toutes les possibilités de trouver, par rapport à l'extérieur, des possibilités de faire du business ou de trouver un business. Or, c'est à l'intérieur de nous que ça se trouve d'une façon beaucoup plus générale et ça va se trouver d'autant plus facilement que nous sommes bien alignés au niveau de nos intentions. Alors, au-delà de ce schéma, que je résume en disant: le résultat, ça va se passer au niveau de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Et vous allez le voir dans les ça arrive déjà d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà rebondi, qui ont déjà compris, qui ont déjà capté des informations et pourquoi ils les ont captées? Parce qu'ils sont alignés. C'est un peu comme si nous étions une antenne, mais quand l'antenne est tordue ou cassée, ben, on va pas recevoir les mêmes choses que si l'antenne, elle est bien droite et qu'elle monte au niveau spirituel relativement assez haut. Donc ces 3 points-là, data, flux, interaction, ce sont vraiment des points à conserver. Se charger de data, c'est vraiment s'intéresser à plein de choses. Il y a ce qui nous passionne, mais il y a aussi des choses qui nous passionnent pas forcément. Ça peut être de rencontrer, un plombier, un pâtissier ou et de leur poser des questions sur leur métier, de s'intéresser à plein de choses et parce qu'on ne sait pas d'où l'information va venir et puis que parfois on a des déclenchements qui nous permettent de dire: c'est ça c'est ça qui m'habite, c'est ça qui correspond à ce que je veux et dans mes coachings, ce que je fais souvent avec les gens, c'est que je leur fais faire des parcours en leur disant: «Qu'est-ce que tu aimes et surtout qu'est-ce que tu n'aimes pas?» Et on s'aperçoit que quand je leur dis: «Bah, tu vas à la bibliothèque, tu vas chercher un herbier, tu vas t'intéresser à ceci, tu vas t'intéresser à cela» et cetera. Souvent, ils comprennent pas parce qu'ils viennent me voir, souvent, c'est pour de la gestion de carrière, ils viennent me voir en me disant: «Bah oui, mais moi j'ai un bac». Alors ils ont 50 ans, 60 ans, ils ont un bac en marketing ou ils ont fait une école de commerce ou ils sont autodidactes. Oui, mais tout ça,
Je veux dire, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus dans leur âme et dans leur cœur d'aujourd'hui. Ils ont évolué, ils ont changé, il y a eu des transformations qui se sont passées dans leur vie. En conséquence, il est nécessaire de repartir comme si, eh ben, j'étais jeune étudiant et puis je vais repartir sur des bases et je vais aller découvrir des choses pour pouvoir rencontrer du monde. Et ça, ce sont des exercices, ça fait plus de 30 ans que je les donne dans mes coachings, de carrière. Comme par exemple, moi je me souviens que je faisais ça notamment pour une caisse des cadres quand j'étais en France il y a 30 ans. Je disais aux gens quand on sortait de la formation le soir: «Vous allez rencontrer une personne en prenant le métro ou le bus et vous allez lui demander ce qu'il fait comme métier». Et je me souviendrai toujours, le lendemain matin, il y en avait un, mais plus rationnel, plus rigoureux, c'était mortel. Il s'était mis en tête de train, dans le métro à Paris et la porte, du conducteur du métro était ouverte et il a osé poser la question parce que quand il est sorti de la formation, il dit: «Tout ça, c'est des conneries, ça sert à rien» et cetera. Mais il l'a quand même fait l'exercice et il a posé la question au conducteur de métro. Il lui a dit: «Pourquoi vous faites ce métier?» Donc ils ont commencé à discuter, mais bon, le temps est compté, hein, je crois que c'est 1 minute, maximum d'arrêt et du coup, il lui a dit: «Bah, montez avec moi», parce que le pauvre, il était tout seul dans sa cabine à conduire son métro. Il était content d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à lui et le stagiaire, eh ben, il a fait toute la ligne de métro avec le chauffeur de train. Il est allé jusque, comment ça s'appelle, l'endroit où, la gare des métros. Ils lui ont fait visiter tout le truc. Il est revenu le lendemain avec les yeux écarquillés comme un enfant qui avait découvert quelque chose et vraiment avec beaucoup d'humilité, il m'a dit: «J'ai compris. J'ai compris que quand on pose une question en s'intéressant à l'autre, l'autre nous enrichit en fait. L'autre nous donne des informations que jamais il pensait avoir. Et c'est cette interaction en permanence avec la qualité des flux qui, en général, correspondent à nos valeurs, qui fait qu'on découvre des opportunités. Et malheureusement, dans cette période, évidemment, c'est un peu plus compliqué, même si ça se relâche un peu, de rencontrer des gens. Mais même avant, dans notre éducation, on a tous plus ou moins reçu l'ordre de nos parents de dire tu parles pas à un inconnu. C'était pas dans l'éducation. Or, il y a des inconnus qui sont absolument merveilleux. Et alors, tout ça, ça va nourrir. Ça, c'est le dessin que nous avons fait avec Philippe il y a quelques années. Il doit avoir pas loin de 27, 28, 29 ans, je sais plus. Toujours d'actualité. Il y en a même qui nous l'ont bien pompé. En fait, c'est bien pour comprendre que quand on reçoit de l'information, puisque tous ces éléments que vous voyez sur le dessin sont connectés entre eux, eh bien, plus vous les chargez d'informations diverses et variées, plus vous allez enrichir vos potentiels et plus vous allez vous ouvrir les champs des possibles et les champs de conscience. Pour revenir sur cette notion, à la fois pour de l'intention, que ce soit pour de l'amour ou que ce soit pour des affaires, c'est vraiment de se dire, il faut que je laisse travailler mon cerveau. Il y a des richesses là-dedans. Pourquoi est-ce que je veux? J'avais cet après-midi encore une jeune femme que je coach et elle était toujours dans je dois, il faut, je dois, il faut. Et je lui dis oui, mais plus. Et en fait, elle a eu un accident de voiture, elle est tombée malade, elle a été hospitalisée. L'univers lui a envoyé un certain nombre de signes en disant stop, 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 stop. Mais elle continuait, elle continuait, elle continuait. Et elle a fini par comprendre que c'était. Enfin, je pense qu'elle a compris suite à notre échange de cet après-midi que vu tout ce qu'on a comme potentialité dans le cerveau, eh ben, on a aussi à nous faire confiance et à faire confiance à notre cerveau et la seule chose qui est nécessaire, c'est vraiment de s'aligner au niveau de nos intentions et que, nos intentions soient évidemment dans la mesure du possible et là, il y a une clé que je remontre ici, c'est cette notion d'ambition altruiste qui, depuis que je la pratique depuis, ça fait maintenant 6, 7 ans, lorsque je dis aux gens: «Dans votre intention, ayez une ambition altruiste», bah, je dis pas que vous allez avoir la réponse en 48 heures. Mais il se pourrait que dans la démarche que je viens de vous expliquer, avec cette ambition altruiste, vous, subitement, vous ayez une idée ou vous rencontriez une opportunité. Et il y en a plein qui sont nés ces dernières années. Je ne sais pas si je vous en ai parlé lors du dernier webinaire, mais pour moi, en France, il y en a 2 qui sont magnifiques, c'est BlaBlaCar, ambition altruiste. Bah, aujourd'hui, ça pèse quelques millions, en bourse
Et puis Nickel, qui est une banque qu'un jeune a créée à partir aussi de ses algorithmes, il destinait cette banque aux gens qui étaient interdits bancaires. En France, on sait que ça pose un certain nombre de graves problèmes lorsqu'on est interdit bancaire. Et il a créé une banque spéciale pour les gens interdits bancaires. Il a aujourd'hui 7 à 800 000 comptes, dont 20% des clients sont venus pour les valeurs que ça représente et non pas parce qu'ils étaient interdits bancaires. Donc c'est pour vous dire que quand on a une intention qui porte une ambition altruiste et qu'on est conscient de nos valeurs, de nos potentiels, de nos talents, il y a une espèce d'alchimie qui s'opère au niveau du cerveau avec des déclenchements. Alors évidemment, ça nécessite quelques exercices. Tout à l'heure, Philippe nous en parlera. Ce dont je vous parle de s'aligner, on le retrouve pour ceux qui connaissent tous les chakras, cet alignement des personnes. Donc ça, on le retrouve en Inde, où ils en parlent énormément, de cet alignement des chakras. On le retrouve aussi au niveau des vibrations et des fréquences. Là, je vous présente des dessins. En fait, c'est du sable qui est mis sur une tablette en métal et en fonction des sons, ça fait des formes différentes. Et ce que je veux dire aussi au travers de ça, on a donc il y a des synchronicités et il y a des signes qui arrivent dès que nous sommes alignés parce que les fréquences que nous allons émettre, la zone sur laquelle nous sommes, va faire que nous allons rencontrer des gens qui sont sur les mêmes fréquences. On le retrouve aussi dans les travaux de Emoto au niveau de la structure de l'eau, en fonction des émotions, en fonction des fréquences. Ça, ce sont des molécules d'eau qui ont été congelées et qui ont reçu avant des intentions. Donc alors, symphonie de Mozart, mais l'intention de paix, de dire merci ou de je vais te tuer. Alors, Fujiwara, c'est un barrage au Japon. L'eau de Fujiwara avant la prière et en dessous, vous l'avez après la prière. Donc, c'est pour vous dire que quand on est porteur d'une intention qui est saine, eh bien, ça veut dire que nous aussi, d'abord, nos cellules sont quand même en meilleur état et à partir de ce moment-là, nous avons toutes les chances de recevoir des informations positives. Et je peux vous dire aussi que j'ai vu des gens qui étaient en colère, qui étaient un petit peu paranoïaques, qui voyaient des catastrophes partout, mais ces gens-là, ils vivaient sans arrêt des catastrophes. Ça, quand on prend ce genre d'exemple, en général, on pense à des gens, des amis autour de nous, qui sont sans arrêt en colère, mais qui vivent sans arrêt des catastrophes. Ben, la loi de l'intention, c'est la même chose. Si j'ai l'intention d'être en colère, si j'ai l'intention d'être mal, je vais recevoir du mal et des catastrophes. Donc c'est vraiment important de considérer cette étape. En plus, dans la loi de l'intention, ce dont je me suis aperçu, mais ça, on a déjà fait je crois que la vidéo est en ligne sur ma chaîne YouTube, on a déjà fait un webinaire sur le pouvoir de la vulnérabilité, c'est-à-dire lâcher prise et ne pas avoir honte. Beaucoup de gens ont peur quand ils changent de métier et qui sont, moi j'ai eu le cas d'un directeur financier qui est devenu ébéniste, bah, ça lui a pris du temps parce qu'il avait peur, il avait honte et puis un jour il a switché en disant: «Bon, il y en a marre, moi c'est ça que je veux faire et j'y vais vraiment. Je vais moins gagner ma vie, j'aurai peut-être pas la BMW, mais quand je vais me lever le matin, je vais être heureux». Alors, il a franchi cette étape de la peur et de la honte, les 2 sont intimement liés et Brené Brown, l'explique très, très bien. Alors, je pense que la vidéo est en ligne, mais sinon achetez le livre, ça vaut vraiment la peine. Il y a des clés à l'intérieur, il est facile à lire et moi je le donne à lire et je le donne à acheter à tous les gens que je coach parce que à l'heure où nous sommes aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui perdent leur emploi, qui perdent leur appartement, qui perdent leur train de vie, qui perdent leur statut social et qui perdent leur famille. Il y a des réactions en chaîne qui sont terribles ou qui ont peur de perdre tout ça parce qu'ils anticipent. Eh bien, c'est vraiment le fait de se dire: «OK, bah, on est dans un contexte qu'on subit, donc on n'a pas de raison d'avoir honte. Maintenant qu'on ait peur, c'est tout à fait normal. Alors comment je vais transcender ma peur?» Et c'est cette notion de nettoyage où je dis: «On va travailler sur aligner son cœur, son âme et son esprit». C'est-à-dire que l'intention,
sur lequel je vais vous demander peut-être que vous êtes venus avec des intentions, ce soir, mais en tous les cas, je vais vous demander de travailler là-dessus. Eh bien, c'est vraiment de dire: «OK, est-ce que mon intention, je la relie en mon cœur, en mon âme et en mon esprit? Est-ce que je la porte? Est-ce que je l'ai dans les tripes? Est-ce que je la ressens?» Parce que c'est là que ça se passe. L'idée, c'est vraiment de aussi faire la relation avec son passé en termes de nettoyage. On a dans notre passé parfois des injonctions, ça se fait pas, tu peux pas, avec le nom que tu portes, avec, les études que tu as faites, avec la famille d'où tu viens, avec et cetera et cetera. Mais très souvent, en fait, nos parents se projettent à travers nous et nous imposent une façon de voir ou une façon de faire qui n'est pas, forcément la meilleure. Et le troisième point, c'est vraiment rompre les amarres et c'est ce que je dis parce que j'ai sorti cet article, peut-être que vous l'avez lu puisque je l'avais mis dans les premières invitations, heu, pour aujourd'hui, c'est vraiment le fait de dire: «OK, je romps les amarres», c'est-à-dire je quitte peut-être mon entourage parfois, parce que souvent quand on explique aux gens qu'on va faire quelque chose de différent, qu'on rompt les amarres, que, on pourrait partir, faire autre chose, peut-être même, pour certains s'ils ont réussi et moi j'en connais à l'heure actuelle, ils ont vendu leur appartement, ils sont partis à la campagne en disant: «On verra bien, on va vivre autrement». J'en ai d'autres, ils ont réussi à aller, au fin fond de l'Inde, dans un coin relativement tranquille en se disant: «Je vais faire 6 mois, 1 an de retraite, personnelle». Enfin, il y a plein de démarches, il y en a qui vont dans les monastères, il y en a qui décident de rompre les amarres parce il est temps de se réorganiser sur le plan, spirituel, sur le plan psychologique, et cetera. Et c'est vraiment cette notion de rompre les amarres et c'est ce qui fait que quand il y a des gens pour qui ça marche, la loi de l'attraction, ce sont vraiment des gens qui ont réussi à s'aligner et donc à réintégrer leurs talents, à reprendre conscience d'eux, à redévelopper leur estime et à se dire: «Mais moi, c'est ça que je veux faire». Et on a bien entendu les saboteurs qui sont autour de nous et qui nous disent: «Mais ça marchera jamais, mais tu rigoles, mais c'est pas la saison, mais avec la crise qu'il y a» et cetera et pour autant, et ben, il y a des gens qui, bah, peut-être ne font pas fortune, mais en tous les cas, ils mangent tous les jours et ça fonctionne. Alors, j'ai trop d'exemples de gens comme ça, qui ont ces particularités. Donc l'une des premières choses, c'est vraiment d'exprimer ses intentions, de les confronter avec d'autres et de voir comment ça résonne avec certaines personnes et de trouver des gens bienveillants qui ne disent pas: «Mais non, c'est pas possible», mais au moins le minimum, c'est: «Pourquoi pas?» Parce que parfois on peut partir avec une intention et le fait de rencontrer du monde, le fait de s'ouvrir à des cultures différentes, le fait de développer notre curiosité, cette intention nous met sur un chemin qui va peut-être nous amener sur un autre chemin. Alors, n'hésitons pas à continuer et à avancer, même si on nous dit que ça ne marchera pas. Évidemment, on ne peut valider son intention, en prendre conscience et la développer que si on la partage, on l'échange et on a là, souvent, des portes qui s'ouvrent et des gens qui vont dire: «Ah ben oui, pourquoi pas, tiens, ça m'intéresse» et cetera. Que cette notion d'intention, c'est vraiment primordial de travailler là-dessus. C'est quoi ton intention? Et la réponse arrive d'autant plus que nous sommes fiers de notre demande et qu'on est vraiment dans ce que j'appelle l'énergie d'amour, tant vis-à-vis de nous que de l'autre et de l'univers. Pour moi, ça, c'est l'énergie qui apporte la puissance, la force. On n'est pas dans une énergie de vengeance, on n'est pas dans une énergie de réussite matérielle, on est vraiment dans une énergie exactement quand on plante des graines, pour, faire pousser des carottes ou des œillets ou des dahlias ou tout ce que vous voulez. Quand on fait ça, on le fait vraiment avec plus ou moins d'amour, mais on le fait avec une intention de voir pousser les choses, de voir se développer les choses et notre énergie à ce moment-là et d'ailleurs il y a des gens, on dit: «Ils ont la main verte» et parce qu'ils s'occupent tellement bien de leurs plantes, parfois même ils leur mettent de la musique et en conséquence, ils ont du résultat. Et en parlant de musique, évidemment, j'arrive à cette dernière notion qu'on trouve notamment chez les Tibétains,
au niveau des intentions, dans les intentions de prière, etc. C'est-à-dire qu'ils utilisent les fameux bols tibétains qui sont des vibrations qui partent dans l'univers et qui, lorsque nous exprimons à haute voix nos intentions, emmènent nos intentions avec elles. Alors ça, c'est dans les livres tibétains, j'ai vu des choses qui sont assez étranges, hein, parfois ésotériques. Il y a un Américain très très fort là-dessus qui s'appelle Greg Braben, euh, qui explique ça très bien et qui a filmé des résultats euh, avec notamment cette loi de l'intention entourée de sons qui permettent d'amplifier nos intentions une fois qu'elles sont bien ancrées. Alors évidemment, ça passe par des séances d'hypnose ou des séances de méditation, de ressentir les émotions de nos intentions, de les exprimer à voix haute, de les écrire aussi, et de les faire s'accompagner. Et c'est d'ailleurs pour ça que, j'allais dire, dans toutes les religions, à certains moments des offices, il y a de l'orgue, où il y a de la musique qui emmène vers le ciel nos prières et nos intentions. Et puis, bien sûr, il se peut qu'on ait des réponses. Et là, le danger, lorsqu'on a la réponse, c'est de laisser notre ego reprendre le dessus en disant chouette, j'ai gagné et je repars comme en 14. Et à ce moment-là, il se peut qu'il y ait de nouveau des obstacles, des portes qui se ferment, et ou alors ça va être peut-être un petit peu plus dur à réaliser. Donc entretenir la réponse, et là on le retrouve à peu près partout, dans, j'allais dire, toutes les dimensions spirituelles, quelles qu'elles soient, c'est vraiment le fait de la gratitude et de la bienveillance, c'est-à-dire de remercier cette réponse à notre intention qui nous arrive et de vraiment la remercier de telle sorte que c'est merci chaque jour. On le retrouve aussi d'ailleurs en Inde et au Tibet, avec les gens qui ont des petits hôtels, AUTEL, dans leur entrée avec des fruits, des légumes, une statuette, etc. Et qui tous les matins et tous les soirs remercient que la maison tienne debout, qu'il y ait de la nourriture à table, etc., etc. Alors, on n'a rien inventé, sauf que cette fameuse loi de l'intention, pour ma part, telle que je l'ai étudiée, c'est vraiment pour moi une démarche qui a une dimension spirituelle et qui a une dimension d'humilité, parce qu'on a tellement de potentialité au niveau de notre cerveau, au niveau de l'univers et au niveau du cosmos, que arrêtons de vouloir être, j'allais dire, des super leaders au sens péjoratif du terme, ou des gros égos dominants, etc., etc. On a des réponses extraordinaires. Et dans la période où nous sommes aujourd'hui, évidemment, ça nécessite quand même une réadaptation, une réouverture, de refaire des exercices, de lâcher prise aussi, hein. Si je pense à ma cliente de cet après-midi, c'est vraiment de dire, et je lui disais, parce qu'elle me dit: «Oui, mais je dois faire ceci, oui, mais je dois faire cela». Arrête! Ah, mais oui, mais combien de temps je vais arrêter? Je dis: «J'en sais rien. Tu dois arrêter la mécanique qui t'emmène à chaque fois dans le mur». «Ah oui, mais il me faut une date». Je dis: «Mais la date, elle va arriver, mais fais-toi confiance. Fais confiance à l'uni il va y avoir une date». Et moi, j'ai une intention vraiment sincère, c'est de mettre tous ces travaux et tout ce qu'on a fait avec Philippe, notamment l'école de la créativité que Philippe porte dans son cœur très fort, parce qu'il a raison, la créativité est une des clés dans notamment cette loi de l'intention, puisque ça va vous emmener normalement vers de la créativité. Eh bien, c'est très important, et on a vraiment envie de réaliser cette école, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour des gens qui sont en entreprise, même des retraités. Donc, le point A, c'est effectivement nettoyer, entre guillemets, son passé et accepter sa vulnérabilité, mettre au clair ses intentions et faire en sorte que ça s'aligne avec son cœur, son âme et son esprit. Bien sûr, faire des pauses, et ça, c'est beaucoup plus dur pour ceux qui sont en entreprise aujourd'hui, et méditer, se mettre en bonne fréquence, se nettoyer des pollueurs, parce qu'on est entouré quand même de gens
Alors soit ils sont jaloux, soit ils aiment pas, soit et cetera et cetera et accepter les réponses de l'univers, c'est-à-dire être capable de recevoir, de discerner, de voi il y a des signes, hein, qui nous arrivent, qui sont quand même très, très intéressants. Et puis, remercier, faire preuve de gratitude et recommencer sans cesse, recommencer sans cesse. Et pour être en fréquence haute, bon ça Isabelle pourrait nous en parler beaucoup mieux, mais pour être en fréquence haute, il faut vraiment être dans la joie, il faut vraiment être dans l'esprit, il faut rêver, ce qu'on nous a parfois interdit quand on était enfant. On a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer des choses, quasiment impossibles et il y a beaucoup de gens qui ont créé des très belles entreprises grâce à leurs rêves et donc rêver et remerciez-vous pour tous les rêves que vous pouvez faire, toutes les intuitions que vous pouvez avoir, et cetera, et cetera. Donc, on va rentrer sur l'exercice maintenant, heu, qui est de quelle est notre intention? Alors, si vous avez envie de l'exprimer à haute voix, aucun problème, OK? Et j'ai formulé ça parce que c'est une phrase qui peut déranger certains, mais c'est vraiment aujourd'hui, en mon cœur et en mon âme, je porte mon intention pour qu'en la matière se crée ma réalité la plus chère. Et ma réalité la plus chère, alors c'est peut-être, pour ma part, d'être au service du plus grand nombre pour traverser cette période difficile et les emmener vers un monde de créativité, de bien-être et de bienveillance. Ça, c'est ma réalité la plus chère. Je crois que c'est ce que je porte en moi depuis que je suis né, mais il m'a fallu au moins 50 ans pour pouvoir arriver à en prendre conscience, à l'incarner, à l'exprimer avec toutes les difficultés que ça a représenté et que ça représente encore. Et car c'est en mon cœur et en mon âme, et c'est ce à quoi j'aspire le plus. Parce que on parle avec ces mots aussi forts, on voit résonner en soi si c'est une réalité, si ça nous dérange et si ça nous dérange, qu'est-ce qu'on a à nettoyer? Ça dérange qui en fait? Ou ça dérange quoi? Et je remercie l'univers du soin qu'il prendra pour que cette intention se réalise ou se matérialise. Vous prendrez le mot que vous voulez. Donc ça, vous pouvez, faire une copie d'écran, il n'y a pas de problème avec votre téléphone ou autre. Il y a strictement aucune difficulté parce que si nous voulons qu'il y ait cette dimension spirituelle, il est extrêmement important d'employer des mots comme l'amour, comme le cœur, comme l'âme pour que nous soyons vrais et que nous allions chercher au fond de nous-mêmes ces émotions nécessaires et que nous voyions et que nous puissions prendre conscience de est-ce qu'il y a des blocages ou est-ce qu'il y en a pas? Et nettoyer ces blocages. Voilà, voilà, voilà. Alors, il va y avoir donc une partie sur les intentions. Même si j'enregistre, je la découperai au montage pour que ça reste confidentiel. Et puis ensuite, à travers ces intentions, je vais passer la parole à Philippe, qui va nous faire un exercice pour que nous puissions intégrer, visualiser. Je sais pas, je vais laisser son intuition et sa créativité en action. Qui veut prendre la parole sur son intention? Tout au début de la présentation, je vous ai parlé des objectifs SMART, hein. Vous connaissez tous cette formule: spécifique, mesuré, accessible, réaliste et temporisé. Et donc maintenant, c'est de bien revoir votre intention et de se dire: «Est-ce que c'est une intention qui est SMART?» Alors, si vous êtes au clair avec, votre, intention SMART, je vais passer la parole à Philippe. Je fais notamment appel, je ne sais pas si vous connaissez le médecin suisse du début du XXe siècle qui s'appelle Roger Vitose, qui a, ça vous dit rien, mais c'est pas très connu comme méthode, mais c'est très intéressant. C'est une méthode de rééducation cérébrale qui part sur le concret et sur l'instant présent, qui est très important aussi à vivre, à vivre dans sa qualité. Et c'est lorsqu'on s'ouvre un petit peu à cette qualité de l'instant présent et, et à nos possibilités d'adaptation que on rentre un peu dans, je dirais, dans l'atmosphère du lâcher prise. Parce que le lâcher prise, on peut dire c'est mental, mais si on est trop stressé ou tendu, on n'y arrive pas. Et il faut commencer par le physique. Le corps physique nous y aide. Et c'est pour ça que les méthodes d'approche
corporelle me semble intéressante. Alors Erickson lui faisait appel, hein, presque intuitivement à cette, par ses inductions à cette approche corporelle, mais il restait très peu de temps, puisqu'après ça se développait plutôt sur, par exemple, un souvenir agréable ou une évocation imagée agréable, voilà, qu'on peut avoir, et qui dépend du patient, qui est propre à chaque patient. Et les séances étaient toujours individuelles à mesure où il reprenait souvent les termes de chaque patient et où il inventait en quelque sorte aussi les possibilités d'échange au niveau de l'inconscient de ces patients parce que voilà, dans son approche, ce qui est très important, notez, ça rejoint un petit peu l'univers, mais il, euh, il, il, il avait la notion que nous avons tous un réservoir de l'inconscient qui est inépuisable et qui est protecteur pour la personne. Alors bien souvent, on a eu l'idée que l'inconscient, c'était au contraire à fuir, à bannir, parce que les idées de Freud, c'était qu'il y avait plein de refoulements. Mais déjà avec Jung, et puis surtout avec Erickson, l'inconscient est au contraire quelque chose d'extraordinaire, un domaine comme évoquait euh, Didier à l'instant, avec la métaphore de on va se servir des plats, on va commander des plats pour faire un bon repas. Il disait, ben oui, aussi, l'inconscient, c'est comme un grand magasin où on va chercher ce dont on a besoin, on va acheter telle chose, et puis peut-être que si on passe devant un autre rayon, on va avoir l'idée d'acheter autre chose, mais on ne pourra pas acheter tout le magasin, et si on a besoin d'y revenir, ben, on sait que c'est à notre disposition, on pourrait y revenir. Donc, il rentrait pas dans l'école, mais là, d'une inconscient, d'une psychanalyse, mais l'inconscient en charge, c'est ce qui n'est pas conscient, sous-entendu, pas encore conscient en partie pour nous. C'est pour ça que nous pouvons faire des prises de conscience et développer notre intuition aussi par rapport à des objectifs qu'on se fixe pour voir si c'est vraiment pour ressentir même si c'est en adéquation avec nous-mêmes. Alors voilà, je vais vous proposer une petite approche corporelle, toute simple, euh, que vous ferez à votre gré ou voilà, à votre façon. Hein, chacun fait à sa façon. Je donne un peu des propositions générales et puis chacun s'adapte. Et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez après par rapport à votre objectif, votre intention, etc. Si ça vous précise les choses maintenant, mais ça peut être après. C'est pas forcément sur le champ. Parce que le domaine de la créativité, comme disait Jung, c'est quelque chose qui advient de nous-mêmes dans un mouvement très spontané. Donc, c'est pas comme si on appuyait sur un bouton pour avoir tout de suite le résultat. Ça, c'est la volonté volontariste. On veut avoir quelque chose. Là, c'est être au contraire apprendre la position de l'accueil, de la disponibilité. Et c'est ça un peu le lâcher prise globalement. Et surtout de voir déjà sur le plan corporel comment agit notre adaptation qui nous procure une certaine détente, un certain bien-être. On ne pensait pas pouvoir vivre comme ça spontanément. Donc voilà. Alors comme vous êtes installé sur votre écran, je vais pas vous demander de vous focaliser sur l'écran et puis surtout je vais peut-être me reculer un peu parce que il n'y a pas de, il faut surtout pas me regarder. Tout se passe dans l'écoute. Tout se passe dans l'écoute. C'est, comme disait Erickson, ma voix t'accompagnera, hein, et c'est comme cela que tu iras vers tes ressources d'auto-guérison. Et au-delà de l'auto-guérison, puisque vous n'êtes pas des patients, c'est développer la créativité qui va s'appliquer à tous les domaines qui vous tiennent à cœur, à chacun de vous, le domaine qui vous tient à cœur et que vous aimeriez voir réaliser. Et ça, c'est une potentialité de tout le monde, de tout être humain. Comme je vous l'ai dit au début, ça participe de sa dignité intrinsèque et de sa spécificité humaine, tout comme le langage, un peu pour faire le pendant du langage. Ce que je vous demanderais d'ailleurs par rapport au langage, il est important
quand on rentre dans un ressenti comme ça, un exercice comme ça, de pouvoir l'exprimer après, parce que c'est le retour à la formulation, à l'expression qui va vous aider aussi à formuler les objectifs les plus clairs possibles, les plus smart possibles. Voilà, donc vous êtes installé chez vous, chacun est chez soi, voilà, dans son univers, sur une chaise, sur un siège, qu'il soit confortable ou pas, mais il est là pour votre présence, pour votre participation à cette soirée, à cet exercice. Et je vous demande simplement de porter attention sur un endroit de votre corps que vous pouvez repérer par l'attention. C'est-à-dire, le plus simple, c'est de repérer les points d'appui de votre corps. Tel que vous êtes assis sur votre siège, prenez quelques instants pour apprécier la sensation physique simplement du poids de votre corps tel qu'il est posé sur le siège. Voilà, quelques instants. On peut commencer par là. Et après, on va essayer d'être un peu plus euh, à l'exploration de vos points d'appui et peut-être, si vous voulez, on va partir du bas de vos pieds ou d'un seul pied si vous avez une jambe croisée. Et surtout, il n'y a pas d'idée d'avoir une position fixe ou immobile. C'est simplement de trouver l'adaptation possible. Si vous avez besoin de changer votre position à un moment ou à un autre, eh bien vous le faites vraiment tout à fait librement. Il ne faut pas s'obliger à rester dans l'immobilité, à penser qu'une détente doit être synonyme d'une position fixe, immobile. Pensez d'abord à l'appui de vos pieds ou de votre pied, si vous avez une jambe croisée, en appréciant le poids et peut-être aussi en entrant un peu dans les détails. Si vous avez des chaussures à vos pieds, peut-être vous pouvez percevoir même légèrement le pourtour de la chaussure sur chaque pied ou tel que vous êtes chaussé ou déchaussé si vous avez enlevé vos pieds, ça n'a pas d'importance, voilà, comme ça peut se présenter pour vous. Et simplement, vous accueillez cette sensation physique du poids de vos pieds sur le sol. Voilà, s'il s'agit d'un tapis, d'une moquette, d'un parquet, vous pouvez percevoir un peu peut-être cette sensation telle qu'elle se présente à vous, telle que vous la percevez en cet instant présent. Et puis vous allez remonter au niveau des jambes qui n'appuient pas forcément, voilà, et puis des cuisses, et vous revenez à votre séant, vous êtes installé sur votre siège, et là vous passez un petit peu de temps aussi à nouveau sur cette partie de votre corps qui appuie et ressentez bien le poids du corps qui est là. Voilà, tout l'espace que vous occupez sur ce siège, peut-être la légère chaleur que vous ressentez du fait que vous êtes là depuis un certain temps. Voilà. Et puis, vous remontez maintenant sur la façon dont vous êtes adossé. Voilà, si vous êtes adossé à un siège plus ou moins ferme ou soft, voilà. Et vous continuez au niveau de vos mains, telles qu'elles sont positionnées. Une qui est peut-être sur la table, une devant vous, sur une cuisse, peut-être l'autre main dans une autre position. Voilà, passez un petit peu de temps. Ça peut être très rapide, on n'a pas besoin de passer trop de temps à cela. Et il se peut que vous perceviez un peu plus de détails au niveau des mains, quand même. Peut-être certaines personnes ont très facilement des petits picotements dans un doigt ou un autre. Ça peut être le pouce ou l'index ou un autre doigt, ou plusieurs doigts d'ailleurs. Peut-être pas forcément tous les doigts, une main ou bien de l'autre, à moins que ce soit les deux mains de façon identique ou légèrement différente. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Vous le notez au passage. Ça peut faire partie d'une adaptation
de votre corps par rapport à ce moment de calme et de concentration que vous prenez pour vous-même, pour vous faire du bien, pour entrer dans un état de lâcher prise, d'ouverture, je dirais plus, voilà, plus profondément d'ouverture à l'accueil, à la disponibilité. Et vous pouvez noter s'il y a quelque chose que vous ressentez de votre adaptation à cela, l'adaptation corporelle, peut-être percevez consciemment maintenant votre respiration telle qu'elle s'effectue. Voilà, est-ce que c'est le même rythme que tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelques soupirs par moment ou une, une envie de respirer plus profondément, plus calmement? Voilà, comme cela vous vient, à votre rythme, simplement. Voilà, c'est naturel et simple. Du fait que vous avez vivez cette concentration, vous avez cette attention portée à vous-même, à votre corps, à ces sensations, voilà, le temps que vous passez avec vous-même, il se produit une adaptation, une régulation, je dirais, une régulation agréable qui s'effectue à votre façon et à votre rythme. Ce sera votre façon propre, personnelle de le faire en ce moment présent et qui vous permet d'apprécier cet instant présent et de le vivre dans l'instant présent. Et alors le cerveau se libère dans cette concentration, comme disait Roger Vitoz, le cerveau se repose. Il a besoin de se reposer avant d'être créatif. Oh oui, bien sûr, il pourrait être créatif après, mais il peut être nécessaire de passer ce petit moment d'abord pour qu'il se repose, il se dispose à ce qui peut venir après et qui va vous être intéressant et bénéfique à la fois dans l'orientation que vous souhaitez profondément dans votre vie et que vous avez abordé selon cet objectif précis, cette intention précise, à la fois spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporisé. Peut-être certains aspects ont pu vous échapper et que là, cela peut venir de façon plus précise, avec des mots, des termes que vous avez déjà employés ou d'autres qui peuvent surgir de par votre intuition, vos ressources personnelles, les ressources positives de votre inconscient qui est à votre service, qui vous est un accompagnateur, protecteur, et vous guidez en vous faisant prendre conscience justement de ces apports par des prises de conscience, par l'évidence qui peut venir d'une telle formulation que vous employez. Cette évidence, vous la ressentez profondément comme une émotion profonde qui est en adéquation avec vous-même, une émotion ajustée, une émotion porteuse qui peut enthousiasmer, qui peut correspondre à une mission de vie profonde, en adéquation avec vous-même. Voilà, et vous êtes dans cette attitude de confiance et d'accueil. Et vous restez le temps que vous souhaitez, qui vous est agréable et bénéfique sur ces impressions-là.
pour bien les vivre intérieurement, profondément. Et que si vous en disposiez par la suite comme un nouveau bagage, quelque chose de vraiment utile et qui porte à l'accomplissement, à la réalisation de ce projet de vie, avec force, avec entrain, dynamisme, confiance. Et peut-être repenser à ce que vous avez exprimé tout à l'heure, repenser aux termes que vous avez utilisés, en les ajustant aux besoins, à moins que d'autres termes ne vous viennent, d'autres mots, une formulation plus concise ou plus nette, plus claire, avec laquelle vous vous sentez satisfait, satisfait. Authentiquement vous-même, et que vous aurez envie même de partager avec d'autres. Voilà, à moins que vous préfériez le garder pour vous ou en partager avec une personne en particulier. Voilà, c'est selon votre désir, votre souhait. En tout cas, je vous inviterai à formuler déjà votre ressenti pour ce moment que vous avez passé avec vous-même, de le partager éventuellement, ou sinon vous l'écrivez pour vous-même. Mais il est important de passer par les mots, par le langage, les phrases, afin de le décrire, et puis peut-être après aussi d'échanger sur votre ou vos objectifs, projets, voire peut-être votre mission de vie. Voilà, je vous laisse revenir chacune, chacun à votre rythme, tranquillement, en, voilà, en bougeant peut-être un peu, en ouvrant les yeux s'ils s'étaient fermés, en vous étirant éventuellement
Si vous en ressentez le besoin, en prenant une plus forte inspiration. Et en créativité. Voilà, pour aujourd'hui, en ce moment présent. Et on va laisser les autres personnes revenir tranquillement. Et je vous inviterai chacun à partager au moins un petit quelque chose ou tout ce qui s'est passé, comme selon votre souhait, c'est tout à fait libre. Et bien sûr, ce qui est dit de chacun par rapport aux autres doit rester confidentiel. Je pense que tout le monde le comprend, en respectant chacun et chacune dans sa différence, dans ses objectifs différents, dans sa façon de faire. Il n'y a pas de, on est tous solidaires quelque part et il n'y a pas de diplôme à avoir ou de bonnes notes à avoir. C'est chacun qui vit dans ce moment présent, ça a toute sa valeur. Je le précise, voilà, on n'émet aucun jugement ni critique sur le vécu des uns et des autres. Moi, je voulais vous remercier et vous dire que vous avez vraiment, c'est très rare parce que j'ai fait beaucoup de séances de yoga avec des personnes avec des voix différentes. Oui, Je n'arrivais pas à me détendre comme vous arrivez à le faire avec votre voix. Donc, il y a vraiment quelque chose dans voilà, dans votre voix qui me détend et qui me fait partir très loin. Et je suis partie dans un endroit qui n'était pas du tout attendu, euh, qui est la danse. Et je n'ai pas fait de danse depuis mes 14 ans. J'en ai 32. Donc je sais pas, s'il y a quelque chose à creuser peut-être dans le commerce que je voulais ouvrir qui n'a rien à voir avec la danse. Mais dans ma visualisation mentale, il y avait de la danse. Donc c'est votre créativité, hein, voilà. voilà, peut-être. Pour l'instant présent. Mais c'est très bien, mais je vous remercie de me partager et je suis très heureux que vous ayez pu vous détendre comme ça et accueillir cette image et cette réminiscence que vous ayez fait de la danse et peut-être une réminiscence qui va porter sur une actualisation. Peut-être. Peut-être, voilà. voilà. Merci pour la détente. Très bien. Et Merci. si tu me permettre de rajouter sur les propos de Philippe, ça peut être effectivement concrètement de la danse par rapport à ce que tu as fait quand tu étais jeune fille, mais ça peut être aussi une métaphore. Exactement. Le mental, dans cet état de lâcher prise, peut exprimer des métaphores. Ça peut être une image, une métaphore, mais c'est l'image d'un espace de liberté. C'est l'image d'une créativité, de faire quelque chose qui vous plaît profondément et qui exprime le corps, la liberté du corps. Et donc, ça peut être aussi au niveau d'une métaphore. Tout à fait. Et, Après, c'est la réalité qui le dira, oui. et si, puisque tu as dit 14 ans, donc je t'invite à marquer danse, 14 ans, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à 14 ans? Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ton inconscient ou ton cerveau, je ne sais pas quelle partie de toi, t'a envoyé un message dans lequel il y a la danse, dans lequel il y a tes 14 ans, voilà. Et donc si tu notes tout ça sur un papier, que tu le mets sur un post-it pour le revoir régulièrement, ça va peut-être te suggérer des choses. Oui, oui. En tout cas,
est-ce que c'était réconfortant? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était comment vous pourriez décrire un petit peu la sensation que vous avez eue de cela? Oui, oui, c'était très agréable. Enfin, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais oui, c'était Oui. quelque chose Hein. d'agréable et qui me ressemblait. Je sais Oui. pas, c'était comme si, enfin, je le sais que dans mes dernières années de travail, je me sens pas moi-même, je me sens pas à ma place et Mhm. je me sens comme si je m'étais pas écoutée toutes ces années-là, en fait. Oui. Et comme depuis quelques mois, je fais un travail sur moi pour savoir vraiment ce que je veux faire, il y a des Mhm. choses comme ça, notamment des choses de mon passé, qui sont réellement moi, qui refont surface et je pense que la danse, c'est ça. Ça veut pas dire forcément que je dois refaire de la danse Mhm. ou faire un commercial à la danse, mais en tout cas, j'ai l'impression que mon moi, mon vrai moi reprend le dessus, en fait. Mhm. Ah oui, très bien. Ça, c'est vraiment Oui, intéressant. Philippe a raison, c'est aussi effectivement, de prendre en considération l'émotion que ça génère. Si c'est une émotion positive et si ça réveille effectivement des émotions positives. Oui. Jung dirait même qu'on peut prendre le chiffre 14. Oui, mais peut-être, enfin, je pense que justement, Jung, c'est une chose, c'est une stratégie. Et Milton Erickson, avec lui, j'ai appris encore plus de liberté, quoi. C'est extraordinaire. Et Jung passait par des psychanalyses qui durent toute la vie, un peu comme enfin, même beaucoup comme les psychanalyses freudiennes. Et Erickson, lui, il faisait faire des changements incroyables chez ses patients, parfois en une séance. Oui. Mmh. Donc c'est sa créativité, c'est le moteur de la créativité qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. Mais il était très créatif, Erickson, et très pragmatique comme les Américains d'ailleurs. Peut-être mieux, encore plus les Suisses, mais les Américains sont déjà pas mal dans ce domaine-là. Ils cherchent les résultats tout de suite et ce qui marche est concret, oui. Donc en fait, la dynamique de la créativité, elle peut être très puissante, hein, très puissante. Et puis, dans ton livre, Philippe, il y a pas mal d'exercices et il y a Ouais. aussi des accès à des exercices verbaux que tu as créés, non? Oui, oui, alors c'est dans le site. Dans le site, j'ai créé un site qui s'appelle le titre, qui est du titre de mon livre, qui s'appelle Révélation cérébrale, la révélation cérébrale, qu'on trouve facilement sur Internet. Il y a des explications sur mon livre, sur l'école de créativité avec les exercices. Voilà, et puis il y a une interaction possible puisque il y a un mail pour pouvoir me poser des questions ou répondre, et puis on peut faire le parcours que je propose. Dans mon livre, je parle de 8 exercices. Ils sont chaque fois cadrés. Là, on a fait quelque chose de très général, euh, mais en même temps avec beaucoup de propositions. Mais je suis plus méthodique dans la progression des exercices parce que j'en fais un parcours anti-stress, que j'appelle anti-stress au départ. Je l'avais proposé dans mon livre qui était il y a en 2000, quand j'ai sorti Rendez votre stress créatif. Ça reprend en fait les exercices que je proposais dans les stages qu'on faisait ensemble à l'époque, là, Didier, donc il y a 30 ans presque. Oui. Et, mais dont j'avais eu reçu, j'avais eu une intuition hein, globale sur cet exercice, mais en même temps, ça a des assises d'informations de tel ou tel auteur, comme je vous ai cité Milton Erickson, Roger Vitose, et puis il y en a d'autres. Voilà, et j'ai fait une synthèse pour en l'évaluant sur le plan neurophysiologique, savoir s'ils étaient les plus pertinents possibles pour aider chaque personne. Alors merci à vous toutes et à vous tous. Moi aussi, je remercie pour cette séance que je viens cette expérience, parce que c'est une expérience que je viens de vivre et chaque moment, comme on était dans un exercice du présent, donc c'est une expérience du présent et du potentiel absolument illimité de ces expériences.
que j'ai ressenti, c'est effectivement l'aspect illimité de l'intention. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas si vous avez, par l'intermédiaire de mon adresse mail, si vous avez des transformations très bénéfiques qui s'opèrent dans les jours qui viennent ou les semaines, n'hésitez pas. Merci infiniment pour cette belle soirée. Une de plus. Merci beaucoup. Beaucoup. Passez un très agréable week-end et continuez à méditer en créativité. Puis n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Philippe si vous avez des questions, ça pose aucun problème.